Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc, pour ce webinaire, on va aujourd'hui traiter de tout ce qui est vérification d'un chapiteau industriel en profilé aluminium dans RFM 6. Donc, pour ce webinaire, je serai Damien Tonnet, votre présentateur tout au long du webinaire. Je suis ingénieur support technique chez Delubal Software depuis maintenant plus de 7 ans. On va être ensemble pour 1 heure environ sur ce webinaire. Il y aura également tout au long du webinaire Monsieur Cosmacea qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Bonjour Damien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je suis Cosme Asseya, ingénieur technico-commercial au sein de Delubal Software. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je serai là pour les répondre et à la fin, ce sera possible également de les envoyer par email. Bon webinaire à tous. Et on va pouvoir commencer. Je vais couper les caméras. Donc pour les questions, vous pouvez les poser directement via l'interface dédiée ici de GoToWebinar. Donc, vous avez une zone dédiée aux questions, ou sinon, comme Monsieur Assia vous l'a dit, vous pouvez les faire suivre également par mail à info@delubal.fr. Au niveau de ce webinaire, il va être se présenter de la façon suivante. On va avoir une première partie, on va voir comment créer une section en aluminium personnalisée via R-Section. Donc, si vous avez des produits spécifiques que vous développez, vous pouvez utiliser R-Section pour créer vos profilés. On va voir ça, comment créer son profil aluminium. Ensuite, on verra comment modéliser un chapiteau industriel ici dans RFM 6 directement. On verra comment venir appliquer des charges. Et puis après, on verra aussi la partie vérification aluminium sur ces éléments selon l'Eurocode 9. On verra aussi que du coup, la section qu'on crée dans R-Section, on pourra aussi par la suite la récupérer dans RFM pour pouvoir en tenir compte dans le calcul et dans les vérifications aluminium. Donc on va pouvoir basculer tout de suite sur R-Section. On va commencer par R-Section. R-Section, ça va être notre logiciel dédié à la création de profilés, de sections, sections parois minces, sections massives. On pourra traiter sur de l'aluminium, de l'acier, des profilés formés à froid. Vous pouvez aussi travailler sur du béton au niveau des sections, divers types de sections. On va commencer par l'import. Donc le profil qui m'intéresse, j'ai déjà un DXF de ce profil-là. Donc je vais juste déjà commencer par l'import d'un fichier DXF. Donc il est ici, alu profil 1. Et quand j'importe un DXF dans R-Section, il va me proposer 3 options lors de l'import. Première option, créer directement un modèle type DXF. Donc on va récupérer uniquement le filaire du DXF tel qu'il est dans notre fichier. Vous avez ensuite une option qui vous permet de créer des éléments automatiquement. Donc là-dessus, R-Section par rapport à la section que vous importez au profil, aux parois du profil que vous importez, va essayer de vous créer directement la section, de créer les éléments aussi pour les profilés parois minces qui vont servir après dans le calcul. Il va également essayer de vous générer du coup ces éléments-là. Et la troisième possibilité, c'est de votre profil, votre fichier DXF, c'est directement juste l'axe, par exemple l'axe neutre ou la ligne neutre de vos parois de section. Et là, vous pouvez directement à ce moment-là dire que le logiciel génère la section avec une épaisseur par rapport à cette ligne-là. Donc, il vous générera directement des éléments qui suivront la ligne du fichier DXF. Ici, nous, on va rester sur la première option pour notre exemple et on va voir comment créer notre section. Au niveau du matériau, voilà, je suis déjà sur le bon matériau puisque je l'avais déjà sélectionné dans
modèle précédent. Mais ici, vous pouvez choisir votre matériau, ce qui veut dire qu'après, quand vous récupérez votre section dans RFEM ou sur HTAB, automatiquement, il récupérera les propriétés de la section qui aura été renseignée. Donc là, ici, je peux, via la bibliothèque de matériaux, venir chercher le matériau aluminium ou autre qui m'intéressera à ce niveau-là. OK, vous avez aussi des options s'il y a besoin de déplacer ou de faire des miroitages ici de la section du fichier DXF. À ce niveau-là, vous avez ces options-là également sur le choix des unités, l'unité de longueur de votre fichier. Là, il reste en automatique sur cette partie-là et on va pouvoir importer. Donc là, au niveau de l'import, il nous indique qu'il a récupéré différents types d'éléments du DXF et en arrière-plan, on peut voir déjà notre fichier DXF importé. Ici, on a donc juste les lignes de contour de notre section. Ce qui va nous intéresser, c'est du coup de créer dans un premier temps la pièce, créer l'ouverture et ensuite de définir les éléments qui vont suivre en fait les parois de notre section. Pour créer une pièce, on va pouvoir directement passer par l'arborescence ici et on va pouvoir créer une nouvelle pièce. On a notre matériau. On va pouvoir ensuite juste venir sélectionner les lignes de contour. Sélectionner les lignes de contour, donc soit je les sélectionne une par une, soit je peux aussi fonctionner avec les lassos. Donc vous avez les lassos qui vous permettent de sélectionner directement soit de droite à gauche les lignes et les éléments qui sont coupés, soit de gauche à droite les éléments qui sont inclus uniquement dans le lasso. OK. Et je peux valider. Donc là, maintenant, j'ai une section massif fermée. Ce qui va m'intéresser, c'est de faire l'ouverture. Donc juste en dessous, je vais pouvoir venir créer une nouvelle ouverture et sélectionner mes lignes de contour. Comme ceci. OK. Je peux valider et ici, du coup, j'ai mon ouverture qui est créée. Au niveau des éléments, on va pouvoir venir définir, donc ici, des éléments qui vont nous servir après sur le calcul aussi de propriété. Je passe tout de suite sur un point qui sera notamment aussi en lien avec les éléments. Ça va être de repasser sur les données de base de notre modèle. Et ici, vous avez au niveau des méthodes d'analyse, le choix entre deux méthodes, analyse aux éléments finis ou analyse des éléments à parois minces. Ça va dépendre ici du type de section que l'on a. Ici, on est sur une section avec des épaisseurs constantes. À ce niveau-là, on va pouvoir rester sur une partie analyse aux éléments à parois minces. Dans le cas, on aurait éventuellement des surépaisseurs, des zones de raidisseur ou autres qu'on souhaiterait considérer également. On pourrait aussi passer sur les éléments finis. Ce qui va changer après, c'est aussi le type de résultat que l'on aura dans le modèle. Si on passe avec des éléments à parois minces, on aura des résultats, par exemple, de contraintes juste dans les éléments. Si on passe avec la méthode aux éléments finis, le logiciel va nous générer un maillage dans toute la section et on pourra voir plus en détail ce qui se passe dans la section par rapport aux éléments finis. Donc, deux méthodes sont possibles. Ici, je passe sur l'analyse des éléments à parois minces. Vous avez aussi une option ici qui, avec le module complémentaire section efficace, compatible pour l'acier et l'aluminium, qui vous permettra directement dans R-section de faire tout ce qui est calcul de section efficace, sortir aussi la classification de section. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui sera possible de le faire. On aura besoin de renseigner des charges pour pouvoir faire ce type de calcul-là. Donc au passage, puisqu'on peut renseigner des charges, on peut aussi faire des analyses de contraintes directement dans R-section par rapport à des chargements pour cette partie-là. Ce module-là ici, on ne va pas forcément regarder la définition de charge dans R-section et la partie calcul section efficace, mais c'est possible à ce niveau. OK, il me propose de sauvegarder, je pourrais sauvegarder ultérieurement. Et ici, je vais venir créer mes éléments. Donc pour les éléments, on peut soit venir créer les éléments individuellement ici, soit vous avez également des raccourcis. Donc on retrouve des raccourcis quand on fait un clic droit sur éléments.
nouvel élément, et là on peut directement tracer nos éléments. Ou sinon vous avez aussi des assistants ici avec des outils qui vous permettent de rapidement créer des éléments. Par exemple ici vous pouvez créer des éléments par rapport entre deux lignes. Vous pouvez aussi cliquer ici pour générer les éléments en automatique et laisser du coup le logiciel rechercher la définition des éléments. Vous pouvez également, si vous avez déjà tracé des lignes par rapport aux lignes centrales de demi-épaisseur de mon profil, on pourra aussi passer par là et directement sélectionner une ligne et générer un élément sur la ligne. Ici, on va regarder la première fonctionnalité qui va consister à définir un élément en sélectionnant deux lignes parallèles et on va pouvoir passer sur ça. Ce qui va m'intéresser, c'est de commencer par un coin de ma section et puis on verra ensuite pour pouvoir faire la génération des autres éléments via des copies par symétrie. Donc là, je crée juste ces éléments-là. On les voit, ils sont avec les zones hachurées ici. Et ce que l'on va faire, du coup, pour pouvoir travailler avec les symétries, ça va être sélectionner nos deux éléments ici et venir les diviser. Donc là, on va diviser l'élément. On va faire une division. Voilà. Donc ça l'a tronçonné pour celui-ci, également pour celui-ci. Et du coup, on va se concentrer sur cet angle de section et puis après, les autres parties, on va les générer par symétrie. Ici, vous pouvez du coup modifier la position des éléments. Par exemple, je peux rallonger directement l'élément. Pareil pour l'arc ici, je peux le rallonger ici. Ici, ce qui serait possible, c'est de prolonger. Et ici, si je veux prolonger jusque-là, on voit qu'on sort de la pièce. Donc, on va plutôt travailler avec la fonction qui va permettre de prolonger l'élément jusqu'à la prochaine ligne, jusqu'au prochain élément. Donc ici, je peux faire un clic droit aussi pour connaître l'orientation des éléments. Donc, je peux afficher l'orientation des éléments. Ici, donc, on va prolonger la fin de notre élément. Et pour cela, on va retrouver également les raccourcis. Alors, soit vous les avez dans la barre d'outils en haut, mais on les a rajoutés. Vous les avez également ici. Donc là, on va pouvoir prolonger jusqu'au prochain élément. On va prolonger, du coup, on avait dit la fin de barre jusqu'au prochain élément ou prochaine ligne. OK. Et ici, je vais pouvoir après juste redéplacer ça pour pouvoir reconnecter aux extrémités mes éléments où j'aurais pu faire une coupe, une division de mon élément est également possible. Ici, j'ai donc mes 5 éléments, mes 4 éléments, pardon, qui composent l'angle et je vais pouvoir faire maintenant ma symétrie. Donc pour la symétrie, je vais pouvoir directement retrouver le raccourci ici de symétrie. Première symétrie par rapport à l'axe Z. Je prends le point milieu ici, je crée une copie. OK. Et deuxième symétrie, alors là, il y a des éléments qui sont désactivés vu que j'ai fait la copie. Je peux venir ici pour les sélectionner et je vais faire ma deuxième copie par rapport à Y. Je sélectionne mon point, je valide et ici, j'ai mes éléments qui sont créés. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir exécuter le calcul. Et ici, on retrouve directement les affichages de résultats graphiques. Vous retrouvez notamment tout ce qui est aussi résultats de contraintes sous charge unitaire. Et puis ici, dans la partie tableur, ici, vous avez tous les tableaux avec les détails de la propriété de section. Donc ici, on retrouve toutes les propriétés de section qui sont disponibles à ce niveau. Vous avez également d'autres informations qui seront disponibles. Si jamais vous avez besoin de faire l'application de charge, ici vous pouvez retrouver les tableaux pour définir tout ce qui est cas de charge, combinaison. Et puis après, si vous activez également la partie section efficace, on pourra aussi récupérer les nouvelles propriétés de la section efficace qui aura été calculée sous charge.
OK, donc voilà pour la partie sur R section et on va pouvoir maintenant basculer sur RFEM. Alors, juste un détail par rapport à la suite. Si vous souhaitez récupérer vos sections que vous créez dans R section, il faudra bien les sauvegarder dans le Delibal Center pour pouvoir les exploiter et les récupérer par la suite dans RFEM. On va basculer à présent sur RFEM pour pouvoir voir comment créer justement un modèle de structure. Ici, c'est plutôt des structures sur lesquelles éventuellement on peut avoir de la toile. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici de chapiteau industriel pour notre modèle et avec des arcs. Donc ici, on va venir créer notre structure. On va commencer par un arc en pignon et on va voir justement comment créer ça. Donc je vais juste changer le plan de travail, l'orientation du plan de travail et on va basculer sur un plan de travail dans le plan XZ global à ce niveau. On retrouve la grille de points ici et on va venir créer notre arc. Pour l'arc, on va venir directement créer une barre. Et ça va être une barre type poutre. On va venir définir une section. Alors je vais prendre une autre section que j'ai besoin aussi dans mon modèle. Donc je vais aller la chercher. On va partir sur des sections standardisées. On sera sur une section SHS par exemple ici de 150 en épaisseur 10. Donc je peux la récupérer ici. Le matériau, effectivement, le matériau, on va rester sur le matériau aluminium. Donc là, il avait récupéré. Dans le cas contraire, on pourrait très bien directement au niveau de la section venir préciser et ouvrir la bibliothèque pour venir choisir le matériau qui nous intéresse. Ici, sur la partie aluminium, on pourra choisir la référence de matériau aluminium qui nous intéresse. Ce sera tout dans la partie définition de la barre. On est sur une poutre à inertie constante ici et je vais pouvoir valider. Ici, je passe sur la partie tracé de notre barre. Donc pour le traçage de la barre, on va définir un arc par les nœuds d'extrémité et le rayon. Donc on va commencer à -9 mètres ici. Et puis là, j'ai un nœud, mais qui serait à 5,5 sur Z. Alors j'ai des entraxes de points de grille ici qui sont tous les 1 mètre. Donc là, ici, je vais m'aider de la saisie. Donc on est à -3 mètres et on sera à 5,5, j'avais dit. J'applique et maintenant je vais pouvoir venir tracer mon arc. Alors l'arc ici, pas tout à fait dans le sens qui m'intéresse. Donc là, vous avez une petite option qui vous permet d'inverser l'orientation et du coup, là, je peux venir tracer mon arc comme je souhaite. Le rayon, ça va être un rayon de 9 mètres, donc je peux directement taper ma valeur et je peux valider ici. OK, je fais un clic droit pour quitter la fonction et j'ai mon arc de créer. Ce qui va m'intéresser pour la suite, c'est que en réalité j'ai un arc, mais c'est pas tout à fait un arc, une courbe que je souhaite, mais ce sera un élément avec des barres droites. Donc je vais discrétiser mon arc ici. Je vais faire une division. Je vais faire diviser la barre avec n nœuds intermédiaires et ici on choisit de diviser en 3 nœuds notre barre. OK. Donc là maintenant on se retrouve avec 4 portions de barres qui sont disponibles et on aura, si je me mets en filaire, 3 nœuds intermédiaires qui sont créés. Ce qui va nous intéresser, je vais rester en filaire, ça va être de changer le type de ligne et de les convertir en polyligne. Donc là-dessus, je vais aller dans les tableaux et je vais changer le type arc en polyligne. Dans les tableaux, vous pouvez utiliser le raccourci F8, ça vous permet de copier la saisie de la ligne du dessus. Et du coup, maintenant, on se retrouve avec bien un arc discrétisé. Ici, je vais finir mon arc qui va finir à 0 pour la coordonnée sur X. Et je vais du coup copier juste
ma barre, donc je peux la sélectionner avec la touche CTRL, je la glisse et je vais juste la positionner ici au niveau de mon modèle. Ok, maintenant que l'on a fait ça, hop, on va pouvoir venir déjà générer une portion de notre structure pour les arcs. Alors j'ai juste oublié un point, c'était de garder en mémoire le point central. C'est pas grave, je vais refaire juste une ligne à ce moment-là. Ici, je vais refaire ça. On peut aussi procéder avec les lignes. Donc je vais prendre là à là. On avait dit dans le sens inverse à 9 mètres. Ok. Et ce dont... Alors, c'était pas ici, c'était plus bas. Bon, c'est pas très grave. Je vais garder ce nœud-là. Voilà. Je voulais juste garder le point milieu. Alors, en réalité, il serait un peu plus décalé, mais c'est pas très grave ici. Ici, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc continuer. Je vais récupérer mon modèle ici et je vais prendre du coup une sélection par l'assaut. Je sélectionne les nœuds intermédiaires. Je vais également sélectionner le nœud de fêtage. Je ne sélectionne pas le nœud à la base. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est de travailler avec les fonctions de copie. Je vais créer une copie sur Y à 5 mètres. Et également, on va profiter de la copie pour générer des éléments. Donc, on va lier les pas entre eux. On va connecter les nœuds entre eux avec une ligne. Sur ces lignes-là, on va aussi associer une barre. Donc là, on va pouvoir créer une nouvelle barre. On va garder la même section pour le moment et on va les définir en type treillis qui seront articulés automatiquement aux extrémités. Je vais également venir connecter les lignes entre elles avec une surface. Et pour cette surface-là, je vais venir créer ma référence de surface. Pour les surfaces ici, alors tout à l'heure je vous ai dit qu'on pourrait travailler ici avec de la toile. Dans le cas qui va nous intéresser ici, on va plutôt charger avec des surfaces de transfert de charge et on va voir justement la fonctionnalité des surfaces de transfert de charge. Sur les surfaces de transfert de charge, c'est des surfaces qui vont permettre de fermer les ouvertures de vos structures et qui vont permettre après d'être utilisées pour venir appliquer directement des charges surfaciques. Dans la surface de transfert de charge, on va retrouver les options pour pouvoir régler la direction de transfert de charge, donc avec les bandes de chargement. Ici, nous, on va choisir la bande sur X. Vous avez aussi après la possibilité de désactiver individuellement certaines barres si vous le souhaitez. Et ce que l'on va faire également, c'est cette surface de transfert de charge, on peut lui associer un poids propre. Et là, on va lui mettre une charge de 0,075 kN par mètre carré sur notre surface. OK. Et ce sera tout pour la propriété de notre surface de transfert de charge. Une fois que c'est fini, on va pouvoir le valider et du coup, on va voir ce qui a été créé à ce niveau. On a donc les barres qui ont été générées. Ici, j'avais dû oublier de sélectionner ma surface, donc c'est pas très grave, je peux venir la recréer s'il faut. OK. Alors, je vais voir ce qu'il y a. Alors pourquoi il ne l'a pas généré? Donc je vais juste repasser sur ça. Passer juste avec mes lignes. Vérifier que tout est bien divisé ici. Peut-être que c'est mon nœud tout à l'heure avec mon arc qui a perturbé. Je sélectionne mes lignes de contour. Transfert de charge. Ici, ici et ici. Ah, c'est celle-ci qui me fait une ligne continue. Oh, c'est pas grave, je vais faire ça.
Ah voilà. C'est que tout à l'heure en créant mes nœuds, j'ai créé plusieurs nœuds. Donc je vais juste... Voilà, c'est ça qui a perturbé. C'est que là, je devais avoir plusieurs nœuds. Voilà, ça a l'air d'être bon. Je vais retracer une ligne. Ah voilà, ouais, c'était ça le problème. Hop, je vais remettre ma barre ici. Alors au passage, je vais changer la barre que j'avais ici. Donc je réactive une barre sur la ligne du dessus. Je vais repartir sur une poutre que j'articule. Donc c'est l'arc que j'ai créé tout à l'heure, parce que j'avais oublié de mettre mon nœud, qui est venu perturber avec un nœud superposé ici. Hop là, donc là j'ai bien mes éléments qui sont créés. Une fois que j'ai ça, on a déjà une portion, une travée d'arc qui est faite. Donc on va pouvoir après directement revenir tout sélectionner et faire nos copies. Donc ici, je vais pouvoir directement refaire les copies. Je vais créer maintenant 3 copies. Ne pas oublier ici de désactiver les options pour lier nos éléments. OK. Et maintenant, on a toujours un anthrax de 5 mètres. On fait nos 3 copies et on va pouvoir valider. OK. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de rajouter des éléments de contreventement. Donc, je vais créer une nouvelle référence de barre, type cette fois-ci traction, ici. Et pour la barre type traction, je vais venir choisir une autre section. Je vais aller ouvrir la bibliothèque, je vais créer une nouvelle section. On va partir sur une section ronde. Ici, on va partir sur un diamètre 20. Hop. Et puis dans les parties générales, je vais changer mon matériau. J'avais déjà un S235, mais sinon je pourrais très bien venir chercher mon acier directement dans la bibliothèque et utiliser pourquoi pas la barre de recherche ici pour filtrer avec les références S235. Ok, je valide et je peux tracer ma barre type traction. Ok, une fois que cette barre elle est créée, je vais pouvoir la dupliquer. Vous pouvez, alors soit vous les tracez toutes en une seule fois, soit là moi ce que je choisis de faire c'est de les copier directement avec la touche CTRL et de les translater. Puis après je vais repositionner mes nœuds à ce niveau-là. Pour repositionner mes éléments de contreventement dans le bon plan. Et puis après, si on veut, on peut aussi basculer en filaire. Ici, comme ça, on peut faire un lasso, sélectionner les nœuds et les repositionner comme on le souhaite. Petit point que j'ai oublié du coup entre temps, c'était l'orientation de ces barres-là. Ici, ce que nous on va demander, c'est que ces barres ici soient orientées avec une orientation vers le nœud central. C'est pour ça que j'ai voulu rajouter ce nœud-là tout à l'heure. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste double-cliquer sur nos barres qu'on vient de sélectionner et on va demander à ce que la section, on lui donne un angle vers le nœud auxiliaire. La section va prendre l'orientation par rapport au plan XZ et on va demander à ce que ce plan vienne intégrer notre nœud ici. OK, je valide et maintenant on peut voir que les sections sont réorientées directement. OK, pour suivre la courbe ici de notre arc. Une fois que cela est fait, on va pouvoir procéder à la copie de l'autre côté des éléments et ici je peux faire une sélection de tout. Je vais faire ensuite une symétrie et on va du coup créer une copie par rapport au plan YZ. On va venir sélectionner éventuellement le nœud de fêtage ici et on va valider. Les options ici sont bien désactivées, donc je peux procéder de la sorte. OK. Il nous reste à traiter la partie pignon. Donc pour les pignons, je peux éventuellement soit recréer mes barres, soit je peux repartir d'une barre existante. Je la
sélectionne et je prends le nœud d'extrémité pour la repositionner. Je vais avoir également un poteau ici au milieu, un poteau ici. Le poteau du milieu, je peux le remonter et ce sera bon à ce niveau-là. Ce que on va également faire, ça va être de rajouter ici une traverse. Dans RFM, vous avez une fonction qui, si vous l'activez, qui est connectée automatiquement les lignes et les barres, va nous permettre ici de tracer directement une poutre. Donc je vais partir sur une poutre. On va activer les articulations en début et en fin de barre. La section, on est sur la section carré, et du coup la fonction que je viens d'activer via le clic droit, elle va me permettre de venir tracer une barre qui vient filer sur plusieurs barres, et en fait à chaque poteau ou à chaque barre d'intersection, elle va venir se couper. Donc là maintenant j'ai deux barres qui sont toutes les deux articulées, qui viennent de se créer à ce niveau. Je vais rajouter également une ligne en bas qui va me permettre de venir fermer la façade du pignon. Donc ici, je peux venir de nouveau appliquer une surface via la section des lignes de contour. Le transfert de charge, ici, on va juste changer. On va charger en X et Y. Et au niveau des barres, on va juste demander à ce que les deux traverses ici ne soient pas chargées à ce niveau. Ce sera tout. Ici, on a, alors il a arrondi ici, mais on pourrait jouer sur les décimales, mais on retrouvera nos 0,0075 qu'on avait renseigné tout à l'heure, qu'il a gardé en mémoire, et je peux valider et venir sélectionner les lignes de contour de ma surface ici. OK, juste redésactiver la fonction connectée automatiquement pour la suite de mon modèle, du modèle. Une fois qu'on a fait ça, les éléments de pignon, je peux les sélectionner, les copier par translation, donc ils sont bien passés de l'autre côté, on les retrouve ici, et ce sera bon à ce niveau. Ce qu'on va rajouter également, ça va être nos appuis. Donc je peux venir faire un lasso, définir mes appuis nodaux. Ici, on retrouve les différentes définitions. On peut également définir nous-mêmes les propriétés, degré de liberté de notre appui ou header ou non-linéarité. Ici, je reste sur un appui type articulé, standard, pour l'appliquer aux différents nœuds que j'avais sélectionnés. Ce qui nous reste également à faire, on a créé tout à l'heure une section, dans la section, on va voir justement comment la récupérer. Juste avant, je vais traiter mes arcs. Donc ici, je vais pouvoir, sur mes arcs, venir définir des ensembles de barres. Ça peut être intéressant si par la suite je souhaite traiter les vérifications juste sur mes arcs et par ensemble de barres. Je viens sélectionner mes éléments. Je vais faire un clic droit sur mes barres et directement dans les propriétés des barres, je vais créer les ensembles de barres. Donc là, j'ai 5 ensembles de barres et ce que l'on peut faire également, c'est les renommer. Donc là, je peux sélectionner mes 5 ensembles de barres et changer leur nom pour remettre, alors, c'est majuscule, arc, OK. Et à présent, on va avoir une petite enveloppe qui s'est créée autour de nos ensembles de barres et qui modélise justement et qui représente nos ensembles de barres. OK. Et on passe au changement des sections. Donc on va venir sélectionner directement, on peut passer sur les ensembles de barres et on peut ensuite faire un clic droit, sélectionner les barres. Donc là maintenant j'ai mes barres de sélectionner. Ce que je vais également faire, c'est sélectionner les barres en fêtage ici et on va venir modifier la section et on va récupérer la section que l'on a créée tout à l'heure dans la section. Donc ici, je vais pouvoir passer dans la partie section, venir créer une nouvelle section et venir récupérer du coup la section depuis R-section. Je retrouve le raccourci ici. Il va m'ouvrir ici le Delubal Center pour que je puisse choisir la section à récupérer. Donc là, je vais aller dans la partie webinaire. Je vais récupérer mon AluProfil 1
et je vais pouvoir le valider. D'où l'importance ici que vos profilés que vous créez dans R-Section soient bien référencés et sauvegardés après, en tout cas qu'on puisse les retrouver dans le Delubal Center pour pouvoir les sélectionner et les récupérer dans RFM. Donc là, il est en train de lire la section pour récupérer ses propriétés. Et également, la section doit être calculée pour que les propriétés soient disponibles. Ok, du coup là je retrouve les propriétés avec les sous-panneaux qu'on a créés, donc toutes les données que l'on avait au niveau de notre section créée via R-Section. Ok, et dans le modèle, on va bien retrouver maintenant la nouvelle section qui est bien ici au niveau de notre modèle. Donc la partie modélisation, ce sera tout pour cette partie et on va pouvoir passer sur la partie chargement de notre modèle. Donc pour le chargement, on va juste masquer la grille parce qu'on n'en aura plus besoin. Et on va avoir dans un premier temps la partie poids propre. On a défini des charges de poids propre. On peut faire un clic droit ici sur nos surfaces pour demander à afficher les charges de la surface de distribution. Et si j'affiche ici mes charges graphiquement, je peux voir ici, ça c'est la charge de poids propre que l'on a définie via nos surfaces de transfert de charge. C'est le poids propre de nos surfaces. Je peux de nouveau revenir avec l'affichage normal ici et on va voir justement les autres cas de charge. Donc on va venir créer ici une cas de charge de neige, on verra aussi pour le cas de vent et on finira ensuite par les imperfections. Je repasse juste sur la diapo. Pour les cas de charge de neige sur des toitures courbes, on va pouvoir se référer à l'Eurocode 1 partie 1.3 pour les toitures cylindriques, partie 5.3.5. Et ici, vous allez pouvoir, donc pour ces sections, directement pouvoir définir la partie charge de neige symétrique et la partie charge de neige dissymétrique variable à ce niveau. La définition de la charge de neige, elle va dépendre de la partie de l'inclinaison ici de nos arcs ici et du coup de l'angle bêta. On va devoir donc contrôler si notre angle bêta par rapport à l'horizontale est supérieur ou inférieur à 60 degrés. Le cas où on serait supérieur à 60 degrés, on considère que la neige peut glisser. Le cas où on est inférieur à 60 degrés, là on aura des charges de neige à prendre en compte. Donc on va voir ça dans notre modèle, comment faire ceci. Je rebascule sur RFM. Alors juste hop. Hop. Et sur notre modèle RFM, on va devoir regarder l'inclinaison. Donc pour l'inclinaison, on va pouvoir exploiter les fonctions de cotation. Et ici, vous avez les raccourcis qu'on a rajoutés tout en bas. Vous retrouvez toute une série de raccourcis qui ont été rajoutés. Et ici, vous avez le raccourci inclinaison qui va vous permettre ici de sélectionner directement une barre, une ligne, et de sortir l'inclinaison. Alors là, il la sort dans l'autre sens, donc je vais changer l'orientation vers le bas. Et ici, je peux regarder l'angle que l'on a ici. Pareil, si je regarde à ce niveau, je peux regarder, et du coup, on a ici 62 degrés, là 49 degrés, ce qui veut dire que la partie inférieure ici, on n'aura pas de charge de neige. Les charges de neige, on les appliquera à partir de la deuxième rangée de barres en hauteur. Donc je peux les supprimer, j'en ai pas besoin pour la suite. Juste pour nos charges de neige, après, j'aurais besoin pour les charges dissymétriques, variables, de pouvoir délimiter les zones. Donc je vais juste rajouter une ligne qui part de là à là. Également de là, hop, ce sera bon à ici. Et je vais rajouter un nœud au milieu. Donc les points milieu sont détectés automatiquement. Voilà, comme ceci. Permettra de délimiter les futures zones pour la charge variable.
Pour la charge uniforme, donc on va venir créer un nouveau cas de charge de neige. Donc ici, on va partir donc sur de la neige. Ici, ce sera la neige uniforme. Hop, trop vite. Uniforme. Et puis, je vais créer mon deuxième cas qui sera neige variable. OK. Et on va pouvoir définir les charges. Donc ici, comme on est sur une structure avec une courbe, on va exploiter les charges libres pour pouvoir directement faire une projection et charger nos charges sur les surfaces ici via les charges libres. Donc pour les charges libres, on a différentes définitions de charges libres. On va choisir une charge rectangulaire libre et ici, je vais pouvoir renseigner la valeur de ma charge. Donc la charge ici, elle sera sur la charge uniforme. On sera sur une valeur de 0,68, donc 0,68 kN par mètre carré. Je vais changer aussi l'orientation, donc je suis en Z projeté et je mets un moins puisque j'ai un Z orienté vers le haut et je définis la zone, donc là, de là à là. Je vais pouvoir sélectionner les surfaces à charger, donc je peux faire un lasso sur tout, donc c'est de 1 à 40, je note ça pour les prochaines et je peux valider. Ok, donc là je retrouve ma charge projetée qui est créée ici et qui est appliquée sur mes surfaces. Je vais passer à la charge suivante. Charge suivante, donc on a une charge variable pour un côté et pour l'autre côté. Donc ici, on va pouvoir procéder de la même façon. Je vais venir définir une charge variable. Donc là, pour la variation, on va mettre linéaire en X. Donc X sera bon. Et ici, je vais pouvoir venir du coup renseigner. Donc je vais commencer à 0, ensuite je vais passer à moins 1,7 kN. Je vais définir ma zone ici qui sera du coup de là à là pour la charge. Ok. Je vais ensuite pouvoir dire que c'est la surface 1 à 4 à 1 à 40, pardon. Et je vais faire appliquer et suivant. Et je suis toujours en Z projeté, c'est bon. Ici, donc j'ai bien ma charge qui est faite. Ici, je vais finir le chargement. Cette fois-ci, je vais prendre dans l'autre sens. Donc là, je peux prendre un nœud ici jusqu'à ce nœud-là. Et je peux également faire de 1 à 40, appliquer et suivant. OK. Et puis, je vais continuer. La suite, ça sera de 0 à 0,85. Je définis ma zone, donc qui sera de là à mon point de milieu qui était là. Surface 1 à 40. Et puis, la même chose, mais cette fois-ci, on va partir de là à là. Et toujours de 1 à 40, comme ça, on a plusieurs surfaces de sélectionner si on est amené à les changer plus tard. Ok, et donc là, j'ai bien les charges projetées, variables, qui sont appliquées sur la structure. Si je veux vérifier le chargement, je peux faire un clic droit sur mes surfaces, afficher la distribution des charges sur les barres, et donc là, je peux voir mes charges variables appliquées sur les arcs de la structure. Ok, une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir passer sur la suite. Ce qui va nous intéresser, c'est de définir après les charges devant. Pour les charges devant, je vais passer ici avec l'assistant de charge de Erwin. Donc au niveau de notre modèle, dans les données de base, on est venu activer sur la partie module, dans un premier temps, la partie vérification de l'aluminium. Et également ici, la partie simulation des flux de vent qui va permettre d'ouvrir la partie assistant de charge pour Erwin et qui après permettra d'exploiter le logiciel Erwin
donc pour pouvoir faire la partie calcul en soufflerie. Donc si vous avez Erwin, vous pouvez exploiter le logiciel Erwin directement à partir de RFEM. Et du coup, RFEM enverra ses données, son modèle sur Erwin pour ensuite récupérer les charges de vent qui auront été calculées dans la soufflerie. Ici, on va pouvoir donc utiliser l'assistant. Donc on va aller directement dans la partie assistant de charge, prendre la partie simulation des flux de vent et on va faire nouvel assistant de charge, simulation des flux de vent. Ici, donc, je retrouve les paramètres pour l'analyse en simulation des flux de vent. Je retrouve donc les différents paramètres de SUS plus stationnaire, les réglages éventuellement sur cette partie. Je vais également avoir la partie profil de vent. Donc ici, je vais pouvoir venir créer mon profil de vent, soit manuellement, soit directement selon la norme. Donc là, je prends par rapport au réglage de norme dans les données de base. Donc là, j'ai l'Eurocode 1. Il récupère les données. Alors, je repasserai dessus. J'ai renseigné dans le modèle l'adresse du projet. Donc là, je récupère ces données-là. J'ai également la partie catégorie de terrain ici où je pourrais préciser ma catégorie de terrain. Je vais mettre par exemple en 3B ici et je vais pouvoir valider. Donc là, j'ai ma courbe de vent. Au niveau de la partie distribution, là ici, il nous propose de créer des cas de vent tous les 10 degrés. Nous, on va passer juste sur un cas 0 degré et 90 degrés. Et si je regarde du coup mes cas de charge, je me retrouve juste avec deux cas, 0, 90 degrés. En validant, il va me créer mes cas de charge nécessaires. Donc là, si je regarde dans la liste, je retrouve mon cas de vent dans la direction 0 degré. Alors, je vais juste afficher mes charges ici. Donc, 0 degré qui est orienté de cette façon-là. Et puis, le second qui est orienté dans cette direction-là. Une fois qu'on a fait ça, alors je rebasculerai sur la partie résultat vent juste après. On va pouvoir passer sur la partie imperfection. Alors, juste tout à l'heure, je vous faisais des références aux normes. Donc là, on a vu les modules. Et là, vous pouvez activer les normes qui vous intéressent. Donc là, pour les assistants de charge, Eurocode 1, avec l'annexe de la France. Et puis pour l'aluminium également, on a accès aux normes européennes, normes américaines, chinoises. Pour les normes européennes, on retrouve les annexes européennes également disponibles. Et par rapport à l'adresse que vous avez pu voir dans la partie assistant de charge de Erwin, dans les données du modèle de base, vous avez également possibilité de renseigner l'adresse du projet. Ça va récupérer les données par rapport aux outils qu'on a en ligne du jeu Zone Tool et qui vont pouvoir récupérer du coup tout ce qui est information sur la zone de neige, zone de vent. Et là, par exemple, on a du coup les informations sur la zone de vent qui ont été récupérées pour alimenter la partie assistant Erwin pour qu'il puisse nous générer la courbe de vitesse de vent. Pareil, si jamais vous passez avec la soufflerie, vous avez aussi possibilité de régler les paramètres de terrain. Alors là, on reste sur un terrain standard, mais vous pouvez modifier le plan horizontal, un plan incliné, ou renseigner directement via un tableau la topographie du site. OK. Donc on a vu la définition de la charge de neige, la définition de la charge de vent ici via l'assistant, et ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de passer sur les imperfections. Donc au niveau du modèle, on va venir définir des cas d'imperfection, on va faire après une analyse globale au second ordre, ce qui va nous permettre, comme on fera du second ordre avec les imperfections, de considérer tout ce qui est analyse de stabilité des barres directement via les résultats de contraintes. Donc ça évitera de faire une analyse de stabilité directement via les méthodes simplifiées sur cette partie-là. Donc on aura l'analyse de stabilité qui sera effectuée directement dans la vérification de contraintes. Pour les imperfections, on va pouvoir partir dans l'arborescence ici et on va aller sur la partie imperfection. Alors je ne les avais pas supprimés, j'en avais déjà deux. Donc on aura deux cas d'imperfection. Un premier cas, ce sera la famille des imperfections hors plan et un second cas sur les imperfections dans le plan. Donc sur ça, je vais rebasculer sur le PPT dans l'Eurocode 9, dans la prénorme qui est sortie, vous allez retrouver des informations sur les imperfections, sur les arcs, avec la partie flambement dans le plan.
avec notamment les formules de calcul qui seront disponibles et le flambement hors plan également qui sera disponible. Donc ça, vous avez dans la prénorme des nouvelles informations, notifications sur les imperfections qui peuvent être considérées. Voilà, on fait référence à cette partie-là. Donc nous, on va faire un cas hors plan et puis un cas dans le plan où on reprendra ces géométries d'imperfection. Je rebascule dans mon modèle RFEM et on va commencer par nos imperfections hors plan. Pour les imperfections hors plan, je vais pouvoir directement basculer ici. Normalement, elles y sont plus. Oui, elles y sont plus. Et on va pouvoir définir nos imperfections. Donc juste, je repasse sur cette partie-là pour vous montrer. Donc là, ici, on a créé deux familles de cas d'imperfection. Le cas d'imperfection 1, le cas d'imperfection 2 directement, et on est sur des imperfections locales à ce niveau-là. Vous avez différentes options éventuellement sur les types d'imperfections. Là, on reste sur les imperfections locales. Maintenant, ce qu'on va définir, c'est appliquer nos imperfections sur les barres de notre modèle, et on va passer dans la partie imperfection locale, dans le cas hors plan, et on va faire imperfection de barre. Ici, on va voir double-cliquer dessus et puis on va pouvoir définir les réglages d'imperfection. Premier des réglages d'imperfection, ce sera sur nos poteaux de pignon avec un défaut d'aplomb. Donc là, on a un défaut d'aplomb initial. La valeur, on va partir en valeur relative. Et là, ici, on va passer sur 1 sur 234 et on va l'appliquer sur ces éléments-là. Ici. Hop là. Je peux valider et le réglage, on sera ici donc sur le réglage du repère global, et on va mettre en -y pour que ça colle après avec l'orientation de notre charge de vent. Comme ça, on pourra combiner les imperfections avec différents cas de vent que l'on a définis. Ok, je peux faire appliquer suivant. Si je regarde derrière, je peux voir la représentation de mes imperfections. Et du coup, voilà, les autres imperfections qu'on va faire, ça va être sur le poteau central, ici, les pignons. Et je valide. Je vais juste changer la valeur sur 245. Et je vais faire OK. OK. Ensuite, donc là, c'est pour l'imperfection hors plan. On va aussi prendre en compte une imperfection hors plan sur nos arcs. Donc là, ici, je vais venir définir une nouvelle imperfection hors plan, mais cette fois-ci, comme j'ai créé des ensembles de barres, c'est ce que je vais exploiter, une nouvelle imperfection sur les ensembles de barres. Ici, on sera sur une imperfection en arc initiale, et je vais définir ma valeur d'imperfection directement de 125 mm. Cette imperfection, comme tout à l'heure, je vais l'orienter selon un repère global en Y- ici. Et ici, je vais juste venir sélectionner mes ensembles de barres, comme j'en ai pas d'autres que sur mes arcs. Et c'est ce qui m'intéresse. Je peux faire un lasso sur tout. Ça me sélectionne mes 5 ensembles de barres. OK. Et je vais pouvoir faire valider. Là, maintenant, je trouve aussi les imperfections sur les arcs hors plan. Je vais passer maintenant sur le deuxième cas d'imperfection qui seront les imperfections dans le plan. Ici, donc, on va procéder de la même façon. On va faire les imperfections sur nos poteaux. Ici. Ici, on est sur un dépôt d'aplomb initial. On était sur du relatif, elle sur 234 ici. Et puis là, on va passer, donc on change la direction, on sera sur XL. Sur un repère global dans la direction X, appliqué et suivant. Je peux glisser, je vois l'orientation de l'imperfection. Et puis maintenant, ça va être sur le poteau central, ici. Alors, pas sur ça, sur le poteau, ici. Et on était sur 245 à ce niveau-là. Je vais pouvoir faire encore appliquer suivant. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de venir définir les imperfections en arc, justement sur mes arcs. Comme là, on va avoir une imperfection avec une courbe ici, une autre courbe dans l'autre sens ici, on ne va pas l'appliquer directement sur les ensembles de barres, mais sur des listes de barres. Donc aussi, on va pouvoir travailler sur une liste de barres. Je vais faire une imperfection en arc.
Au niveau des données, je vais partir en valeur absolue et on va partir sur une première valeur ici donc de 47 mm. On part sur le repère local des arcs, des barres. Donc on va commencer avec une valeur en Z ici et je vais sélectionner directement les ensembles de barres. Hop. Ok. Je vais réappliquer et suivant. Et puis là, je vais pouvoir mettre -Z pour la suite. Ici. Alors c'était peut-être dans l'autre sens. Oui, c'était dans l'autre sens. Bon, je sais pas, je vais changer ça juste après. Donc là, je vais mettre Z. Ok. Et celui-ci, c'est -Z ici. Ok. Donc ça, pour que ça colle après avec le cas devant que l'on avait ici. Voilà. Donc là pour mon vent et combiner mon imperfection dans la bonne direction après pour ce cas de vent là. Donc je rebascule ici. Donc là on l'a défini sur un arc, mais là ce qui va nous intéresser c'est de pouvoir l'appliquer sur les autres arcs. Donc avec les imperfections on peut aussi fonctionner avec les copies. Donc là je vais pouvoir copier mon imperfection. Donc là on a du coup 4 copies puisqu'il me reste 4 arcs à régler. Je vais pouvoir faire ma copie de là à là et je vais faire OK. Et donc là, j'ai mes imperfections qui sont copiées sur mes autres arcs. OK. Je repasse juste dans mes cas d'imperfection et je vais pouvoir aussi appliquer une règle, c'est-à-dire que je vais pouvoir attribuer mes cas d'imperfection et dire qu'ils s'appliquent également avec certains cas de charge ici, donc avec les cas de vent et les associer entre eux. Donc là, ici, par exemple, alors normalement, je crois que c'était le cas 1 avec le cas à 90 et le cas 2 avec le cas à 0. On va tout de suite regarder ça. Donc si je passe sur mon cas de vent, ici, voilà, j'ai bien ce cas-là. Et si j'associe celui-là, j'ai bien le cas ici, pour prendre les cas les plus défavorables dans mon analyse. Je vais passer maintenant sur ma partie situation de projet, donc qui va permettre de générer mes combinaisons. Donc si je repars dans la fenêtre des cas de charge et combinaisons ici, on avait défini nos cas de charge. Les deux dernières sont générées automatiquement par l'assistant. Ici, pour les actions, je retrouve mes familles d'actions. Je retrouve mes situations de projet. Nous, dans l'exemple ici, on s'intéressera qu'à la partie ELU, donc je peux désactiver le LS si j'en ai pas besoin. Pour la partie ELU, ici, vous retrouvez la partie information sur notamment la partie assistant de combinaison. Sur l'assistant de combinaison, vous retrouvez la considération des cas d'imperfection. Donc, c'est pour cette raison qu'après, quand on va basculer dans la partie combinaison de charge, on peut pouvoir voir que on a deux cas de combinaisons générées. Une première ici avec le cas hors plan, une seconde ici avec le cas dans le plan. Et puis après, pour nos cas de vent, on retrouve également les différents cas qui sont présents à ce niveau-là. Donc avec les combinaisons de vent, neige, ils seront disponibles. Ok, donc si je passe juste graphiquement sur notre modèle, alors là je suis avec l'affichage des charges distribuées, je vais remettre ça comme ça. Ici, ici je peux retrouver directement, si je bascule sur mes combinaisons, je vais pouvoir retrouver les différents cas et on voit les réglages qui sont présents. Donc on combine bien les cas d'imperfection qu'on a réglés avec juste les orientations de vent qu'on souhaitait. Donc voilà pour cette partie sur la partie création du modèle. On va pouvoir lancer le calcul. Alors comme sur ce modèle-là, on passe par Erwin et que là, on va pas forcément avoir le temps de tout calculer sur Erwin, on va directement basculer sur le modèle avec les résultats Erwin et on va pouvoir voir justement les résultats Erwin qui sont récupérés. Donc au niveau de ce modèle-là, ici, on est sur les résultats de pression qui sont directement issus de Erwin, qui ont été récupérés. Pour le cas de direction, ici pour le CC5, et également pour notre cas CC4, ici,
on retrouve également les charges qui sont récupérées. Ces données-là vont servir après pour le calcul. Et du coup, si je regarde les résultats, je peux basculer sur la partie analyse statique, où on a ces pressions qui sont retransférées via les surfaces de transfert de charge sur nos barres, et ce qui nous permet après justement de pouvoir visualiser, de calculer la structure sous charge de vent directement avec nos différents cas. Donc là, je repasse sur le deuxième cas de vent, ici avec le vent en pignon. Donc là, je retrouve mes charges appliquées. Donc ça, issu du cas de vent calculé via Airwind. Pour la partie vérification aluminium, au niveau des barres, vous allez pouvoir retrouver les propriétés de réglage sur les... alors, je vais sur l'arc. On va partir sur ça, peu importe. Ici, on va retrouver les réglages donc sur les types de calculs qui permettront de régler éventuellement, si là on était sur une analyse géométriquement linéaire sans imperfection, de considérer les longueurs efficaces pour les analyses de stabilité. Vous pouvez également considérer des réductions locales de section. On va après avoir la partie configuration de calcul pour l'ELU, pour l'ELS. Dans notre cas ici, sur ce modèle, pour l'ELU, on est venu désactiver la vérification de stabilité, puisque en réalité, elle ne sera pas nécessaire, puisqu'on est au second ordre avec considération des imperfections. Donc, je répète, les analyses de stabilité sera directement intégrées dans la vérification de contraintes. Vous retrouvez les différentes options, différents paramètres qui sont éventuellement disponibles pour la partie aluminium. Pareil pour le LS, on avait nos critères de flèches, ici on les retrouve, et puis après pour paramétrer les barres au niveau des flèches, vous avez également la zone dédiée, l'onglet flèches et appli de calcul qui sera disponible. Donc ça, c'est individuellement sur nos barres ou sur les ensembles de barres que l'on tient sélectionner, et on va basculer maintenant dans la partie tableau pour la partie vérification aluminium. Donc dans les données d'entrée, ici sur la partie aluminium, on est venu donc effectuer qu'une analyse sur la partie ELU, sur toutes les combinaisons ELU. Les objets à calculer, on s'est concentré ici sur la partie ensemble de barres, donc les ensembles de barres 1 à 5. Les matériaux, donc là on retrouve le matériau aluminium, matériau acier, qui s'affiche en rouge puisque c'est pas le module dédié que l'on utilise pour l'acier. Donc on a juste la vérification aluminium qui sera possible avec le module pour l'aluminium. On retrouve nos sections ici. Vous avez ensuite la partie configuration ELU, donc ça permet également de contrôler, si on a défini plusieurs réglages de configuration ELU, de contrôler quelles barres sont associées à quel réglage ELU. Là, c'est toutes nos barres aluminium qui sont réglées avec la même définition. Pareil pour la partie ELS. Et ici, on retrouve les ensembles de barres avec le résumé sur les réglages ELU, ELS de ces ensembles de barres qui seront à calculer. Pour la partie calcul, également, j'ai déjà effectué le calcul puisque on va avoir un calcul des sections efficaces qui sera fait, donc ça peut demander un peu plus de temps que donc je gagne du temps en le calculant déjà à l'avance. Donc ici on a déjà le modèle calculé et ici on va pouvoir du coup passer sur la partie résultat. Donc ici sur nos barres, je vais retrouver directement les résultats. Ici j'ai les vérifications ELU, je retrouve les ratios de vérification par chargement, donc je retrouve tous les détails de calcul qui sont indiqués ici pour chaque vérification, ratio par matériau, par section si j'avais plusieurs sections de calculer. Je rebascule ici sur la première partie pour la partie ELU et ce qui va nous intéresser, alors on a les données là, on peut aussi visualiser graphiquement nos résultats. Donc là, j'ai également les vérifications avec ici graphiquement mes ratios qui s'affichent. En vert, si je suis inférieur à 1, en rouge, si je suis supérieur à 1, donc à 100% de taux de travail. J'ai la main ici pour jouer sur l'affichage de l'échelle des diagrammes s'il faut. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est de pouvoir voir le détail. Je vous ai dit que le logiciel RF, sur la partie aluminium, vient faire un calcul de section efficace. Et donc ici, on va justement regarder cette partie-là. On va aller sur un détail de calcul ici, et vous avez dans la partie, quand vous double-cliquez sur les résultats
du tableau, vous allez retrouver ici la partie détail de calcul avec les différentes données d'entrée qui sont exploitées. Vous avez également ici, on a la classification de la section. Donc là, je retrouve les différentes données. J'ai également la partie section efficace qui est calculée. Et je peux retrouver le détail également sur la section efficace. Donc là, par exemple, j'ai une épaisseur efficace qui est recalculée à 5,1 au lieu de 6,2 ici. Donc là, vous avez toute cette partie section efficace qui sera gérée dans le module et qui vous permettra de la considérer dans l'analyse de vos sections. Je retrouve également ici toutes les formules de calcul détaillées qui seront disponibles avec les renvois à l'Eurocode, au tableau, aux équations de l'Eurocode. Et pour revenir juste sur les sections efficaces, vous pouvez visualiser les résultats aussi sur vos sections. Donc, ici, on les a d'affichés. Ici, je suis sur la section combinée, mais je peux passer sur la section efficace. Et si je regarde la section efficace, alors ici, j'ai cette partie-là, j'ai toute l'épaisseur qui est prise, mais sur cette partie-là, j'avais une réduction, on était à 5,1 je crois. Du coup, j'ai ma réduction de la paroi ici qui est considérée, et du coup, réduction d'épaisseur qui est considérée dans le calcul. Donc RFEM avec le module aluminium, de vérification de l'aluminium, vous permettra de faire également cette vérification-là en tenant compte des sections efficaces sur vos profils. OK, et ce sera tout à ce niveau-là pour ce webinaire. Donc on a vu comment modéliser, comment venir appliquer les charges, notamment charge de neige sur une toiture cylindrique. Ici, on est passé avec l'assistant de charge qui exploite Airwind pour pouvoir appliquer nos charges de vent. On a vu comment définir aussi des cas d'imperfection sur nos arcs, comment faire la partie vérification aluminium avec ici tout ce qui était détail de calcul, vérification avec section efficace. Et voilà pour ce webinaire pour aujourd'hui. Donc sur notre site internet, vous retrouvez également plusieurs services en ligne gratuits avec la partie GeoZone Tool qui vous permet de renseigner une adresse, de retrouver les informations sur la zone de neige, zone de vent et zone de sismicité. Vous avez aussi, si vous avez besoin d'informations sur des sections, vous retrouvez aussi les bibliothèques de session avec tout ce qui est propriété, tout ce qui est résultat aussi sous contrainte unitaire, sont disponibles sur notre site. Vous avez accès à également nos articles techniques, nos FAQ, qui permettront aussi d'avoir des informations directement sur certaines recherches, questions que vous pouvez vous poser, ou sur des thématiques spécifiques. Vous trouverez du coup une série d'articles techniques sur divers points. Vous avez aussi accès à nos modèles à télécharger. Vous retrouverez notamment le modèle que l'on a vu aujourd'hui disponible sur notre site. Vous avez aussi accès, soit sur notre site ou sur nos chaînes YouTube, accès à nos vidéos tutoriels, vidéos d'information, ainsi que les vidéos de nos webinaires qui sont disponibles. Vous pouvez aussi passer sur notre site pour la boutique en ligne. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, vous avez également possibilité de télécharger la version d'essai de RFEM, de RSection également, ou de Airwind, qui seront disponibles et qui vous permettront de découvrir nos logiciels si vous ne les connaissez pas encore. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à notre newsletter directement sur le site de delubal.fr pour pouvoir directement être tenu informé de nos prochains événements ou de nos nouveautés. Si vous avez plus de questions ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, un numéro indiqué ici, ou directement par mail à info@delubal.fr. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.